Il y a ici la Ligue Henri IV, les Faneurs, la Gauloise, donc des noms très déisants, de sociétés qui sont à l'origine des sociétés d'entraide, parce que c'était des paysans ou des fermiers ou des éleveurs qui se sont installés dans la vallée centrale de Californie. Et ils ont créé une société d'entraide qui est devenue, depuis en un siècle, très très riche et très puissante, qui par exemple possède les locaux de l'Alliance française, là je parle de la Ligue Henri IV. Et donc évidemment, cette communauté-là ne connaît pas forcément la première que j'ai citée. Et la troisième importante, c'est les entrepreneurs de la Silicon Valley, qui ont fait fortune dans les startups, qui ont fait fortune dans l'informatique, qui travaillent chez Google, qui travaillent ou qui ont créé eux-mêmes leurs entreprises, et qui, eux, par contre, ont souvent souhaité quitter la France pour entreprendre. Ça, c'est le rêve américain classique. Voilà. Absolument. On vient en Californie, on crée son entreprise, on est en phase avec l'innovation, on veut parfois se défaire un peu de ce qui est jugé comme des lourdeurs administratives, fiscales à la française, et on devient un peu des pionniers à l'américaine. Et ce profil-là n'a pas nécessairement la nostalgie de la France ou l'envie de retourner en France. Et moi, en tant qu'élu local, j'ai vocation un peu à faire la synthèse ou le lien entre ces trois communautés qui sont très différentes. Et est-ce que vous, personnellement, maintenant que vous gérez cette école un peu comme une entreprise, vous vous retrouvez personnellement un peu raccroché à cette troisième catégorie? Alors, oui, parce qu'il se trouve qu'effectivement, ce qui finalement fédère un peu ces trois communautés, c'est que tôt ou tard, on se fond dans le paysage américain, et le paysage américain est très caractérisé par cette vocation entrepreneuriale. Donc, effectivement, la communauté initiale de bergers a lancé des restaurants et s'est lancée dans l'agroalimentaire, et les intellectuels, effectivement, aussi cette tendance. Donc c'est vrai que je me reconnais un peu dans ce profil-là. C'est vrai que je fais du marketing, je fais des relations publiques, nous avons pour souci d'avoir un budget équilibré. Donc c'est un peu vrai, mais je crois que c'est une partie de l'adaptation nécessaire à la réalité américaine. En fait. Est-ce que vous auriez pu anticiper ce parcours quand vous étiez encore en France? Ça me paraît absolument inconcevable. Si j'étais resté en France, je serais resté un fonctionnaire de l'éducation nationale. Je n'aurais probablement pas passé les concours de direction, donc je n'aurais jamais été ni principal de collège ni proviseur adjoint, et j'aurais fait une carrière de professeur. Il se trouve que je trouve ça très très intéressant et très gratifiant. Je trouve que enseigner, c'est un bonheur. Mais c'est sûrement pour cette raison-là, et parce que l'environnement social s'y prête moins, que je serais resté vraisemblablement professeur. Me lancer dans l'administration ne serait probablement pas venu à l'idée, et alors me préoccuper d'avoir des budgets équilibrés, pas du tout, puisque si on est dans un lycée en France, cela relève du conseil régional, si on est dans un collège, c'est le conseil général, si on est dans un primaire, c'est la municipalité. Donc il aurait fallu que je bascule dans l'enseignement privé en France, et encore, hein, c'est plutôt rare, même si ça se développe, alors qu'ici c'est la règle. L'enseignement public aux États-Unis ne fonctionne pas très bien, et évidemment, arrivant ici sans la nationalité américaine, il est hors de question a priori que je sois dans l'enseignement public. Donc c'est vrai que venir aux États-Unis a ouvert des perspectives absolument inconcevables en France, et je suis tenté de dire, tout particulièrement pour un professeur d'éducation nationale. On se retrouve plongé dans une réalité qui n'était pas la nôtre a priori et pour laquelle on n'a pas eu une formation particulière, ce qui n'est pas vrai pour les expatriés de la Silicon Valley qui eux ont a priori cette soif d'entreprendre. Donc quand vous êtes arrivé il y a 13 ans, vous maîtrisiez l'anglais? Alors j'ai fait de l'anglais, j'allais dire comme tout le monde, c'est pas exactement le cas, mais comme la plupart des Français dans l'éducation secondaire. Donc j'ai fait de l'anglais, de la 6e à la terminale, et puis j'en ai même pas refait dans mes études supérieures. Donc je suis arrivé ici avec un niveau d'anglais acceptable, mais sans plus. Et les Français sont souvent trop modestes au regard de leur anglais. En plus, moi je suis venu ici pour enseigner l'histoire-géographie en français, donc ça n'était pas du tout un handicap. Il fallait que je puisse parler anglais, mais ça n'était pas du tout un handicap, et puis évidemment mon anglais a progressé avec le temps. Et ça a été dur de s'adapter à la Californie, si c'est fait rapidement? Je crois que ça n'est pas facile.
Je crois que quand on est Français de France, on s'imagine que l'on connaît les États-Unis parce que on entend la musique, on voit les films, on voit les modes vestimentaires, et on a le sentiment d'une proximité culturelle avec les États-Unis qui n'est pas fictive. Il y a quand même quelque chose de réel, bien sûr. Mais quand on arrive sur place, on se rend compte de l'extraordinaire différence. Et il y a en fait un fossé culturel, il y a une phase d'émerveillement, on peut dire, mais qui est propre, je crois, à toute expatriation, de découverte. On découvre le pays dans lequel on se trouve, la langue, la culture, les habitudes, et puis on prend conscience de la différence. Et la différence est très sensible. Les Américains, je vais dire des choses un peu radicales, mais les Américains n'approchent pas la vie comme nous le faisons en France. Le rapport social, l'humour, le rapport dans l'environnement du travail, l'amitié, les relations sentimentales, sont autant de choses qui sont approchées de façon très 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 différente. Et alors, dans le travail tout particulièrement, je vais dire des choses dont on a un petit peu l'idée en France, mais pas de façon aussi claire que ce que c'est en réalité. Le rapport dans le travail est très codifié, avec une souplesse qui est en fait celle des pionniers américains, c'est-à-dire que si on est capable et qu'on n'a pas la formation, eh bien, tout est possible et tout est ouvert, alors qu'en France, tout est trop conditionné par le lycée et l'école que l'on a faite. On a l'impression qu'en France, les choses sont conditionnées dès qu'on a 25 ans, alors qu'ici, on peut effectivement évoluer beaucoup plus facilement. Mais il y a une série de codes qui sont, pour les Français, un peu pesantes. Politiquement correct. Le politiquement correct, par exemple, est très pesant. Je peux vous donner quelques exemples. Ici en Californie, et ça a été instauré par le gouverneur Arnold Schwarzenegger, nous devons suivre en tant que personnel d'encadrement une formation annuelle, qui chaque fois nous répète la même chose, sur le rapport dans le monde du travail, et notamment le fameux harcèlement sexuel. L'ironie, c'est que le gouverneur Schwarzenegger avait lui-même été accusé de harcèlement sexuel. Donc, il a rebondi en imposant cette loi à tout le personnel d'encadrement de l'État. Et on nous dit très clairement qu'il ne faut pas avoir de relations extra-professionnelles avec quelqu'un qui travaille sous notre direction. Et quand je dis extra-professionnel, je ne dis même pas évidemment sentimental ou sexuel, ça c'est archi exclu, mais de se méfier d'une relation même amicale, parce qu'on peut être perçu comme ensuite favorisant l'employé avec lequel on a une relation amicale. Et donc on est tenu par un carcan social qui fait que l'on est très soigneusement contrôlé au regard d'un professionnalisme qui très manifestement déborde dans la sphère privée. Et il est évident que pour nous Français, c'est assez surprenant. Quand on fait en France un éloge à une femme parce que son parfum sent bon ou sa robe est bien coupée, en France ça paraît de l'ordre de l'acceptable, même si les problèmes de harcèlement sexuel sont aussi prégnés en France. Mais ici, c'est absolument inadmissible. Ici, c'est absolument inadmissible. Et puis, il y a ici aux États-Unis une tendance facile à régler les choses dans un tribunal. Donc, tout est un petit peu teinté par le recours au juridisme un petit peu pointu. Et ce juridisme pointu conditionne notre vie aussi. Quand on écrit le règlement de la vie scolaire, par exemple, il faut avoir prévu tous les interdits. Et si par exemple, je vais caricaturer, mais si par exemple dans le règlement il n'est pas écrit que l'élève ne peut pas insulter le professeur, et qu'ensuite un élève insulte un professeur, on pourra vous dire que ça n'était pas prévu dans le règlement, et que donc il y a là une déficience du règlement, et que l'élève, par exemple, ne peut pas être puni puisque ça n'apparaît pas dans le règlement. Donc il y a un juridisme professionnel qui est vraiment très prononcé. Très prononcé. En France, on travaille beaucoup dans l'implicite en réalité. Et on s'en rend compte quand on vient ici. On travaille beaucoup dans l'implicite. Beaucoup de choses sont sous-entendues parce que alimentaire, dans la restauration, qui sont passées de berger à